Vous serez sans doute surpris d'apprendre que l'entrepreneur que je suis, le pilote commandant de bord que je suis, est un rêveur. Je dirais même un très grand rêveur. Et ce sont ces rêves qui ont conditionné toute ma vie, qui ont construit toute ma carrière. Eh bien, laissez-moi vous transporter de suite pour suivre les mots de Jérôme dans mon premier rêve, celui d'un enfant de 4 ans, je n'avais pas 3 ans mais bien 4. Je monte pour la première fois dans un avion de ligne pour partir en vacances avec mes grands-parents. Je découvre alors un univers merveilleux. J'ai eu à cette occasion l'opportunité de visiter le cockpit. Vous savez aujourd'hui que pour des raisons évidentes de sécurité, cela n'est plus permis. À l'époque, on pouvait le demander. Et là, je me retrouve derrière ces deux pilotes, et je peux vous assurer que ces deux pilotes avaient sur moi l'effet de Mbappé et Ronaldo réunis devant un jeune joueur de foot. Vous pouvez alors imaginer aisément les étoiles que j'avais dans les yeux. Je vivais un moment de rêve, un moment suspendu, un moment de rêve éveillé. En redescendant de cet avion, j'ai effectivement dit à mes grands-parents, un jour, moi aussi, je serai pilote. Eh bien, 4 ans, ça a autant de portée qu'un jeune garçon qui peut dire je serai pompier, pilote de Formule 1 ou encore jeune joueur de foot professionnel. Eh bien, moi, je me suis accroché à ce rêve toute mon enfance, toute mon adolescence. Et comme l'a si bien dit Jérôme, malheureusement, je n'étais pas vraiment un bon élève. Plutôt vers la fin du classement que vers le haut. Vous savez, ce dernier tiers où on dit que l'élève ne peut que progresser. J'ai redoublé ma 6e. En 5e, un professeur maladroit m'a même dit « Arrête de rêver, Kef, tu ne seras jamais pilote. » Fais donc une filière porteuse telle que le commerce ou la vente. Alors, évidemment, ça aurait peut-être plu à mon père, qui, voyant cela, une voie toute tracée pour mon frère et moi, à savoir mon frère dans le restaurant en cuisine et moi dans la cave à vendre du vin. Et ce n'était pas ce que j'avais décidé. Je suis rentré, je me suis rebellé, et j'ai dit à ma mère « Sors-moi de ce collège, mets-moi en pension. Je veux mettre toutes les cartes de mon côté. » Filière donc générale, et arrivé au baccalauréat, je vais vous faire une confidence, j'étais à un âge un peu bête de l'adolescence, vous savez, celui où on croit qu'on est né sous une bonne étoile et qu'on n'a pas besoin de travailler pour y arriver. Repris au rattrapage, il me fallait la note de 10 pour être reçu en maths. Et grâce à un professeur courageux, je dis bien grâce, j'ai obtenu la note de 9. Peut-être que si j'avais eu ce bac, je ne serais jamais devenu pilote. Mais là, je me suis immédiatement remis en question et j'ai alors compris qu'en plus de ma bonne étoile, il fallait surtout une forte dose de travail pour y arriver. Mais je ne voulais pas refaire une année. Hors de question pour moi de perdre 12 mois. J'avais tiré les conclusions de cet échec et finalement, je n'avais raté que ce bac que d'1 point et avec un peu de travail, c'était jouable. Le hasard du calendrier a fait qu'un oncle venait de partir en Nouvelle-Calédonie pour y reprendre une ancienne caserne de gendarmerie mobile dans la brousse, à 100 km de Nouméa, et la transformer en hôtel. Vous savez aussi que la Nouvelle-Calédonie, étant dans l'hémisphère sud, les saisons sont inversées. Et donc on y passe le bac au mois de novembre. Devinez quoi ? J'ai appelé mon oncle, je lui ai proposé le deal suivant. En l'échange d'un billet d'avion, du gîte, du couvert, avec la possibilité de repasser mon bac en novembre, je lui proposais mes bras pour son chantier. Renseignement pris auprès de l'inspection académique de Nouméa, personne n'avait eu cette idée auparavant.
Et donc, rien dans les textes, rien dans les règlements ne l'empêchait. Me voilà parti 3 jours plus tard pour Nouméa. Je m'en rappelle aujourd'hui, j'ai atterri à 3h30 du matin. À 6h30, j'étais dans la brousse avec un marteau-piqueur dans les mains. Pas de télé, pas de téléphone, pas de radio. Un matelas à même le sol. La journée sur le chantier, le soir dans mes révisions. Au mois de novembre, j'ai passé avec brio mon bac et je suis rentré au mois de décembre après avoir ouvert l'hôtel de mon oncle. Et je pense peut-être qu'aujourd'hui, je suis encore le seul Français à avoir passé 2 fois le bac la même année. De retour en métropole, j'ai passé le concours du Centre d'études supérieures aéronautiques et me voilà parti pour une formation de pilote de ligne pendant 2 ans et demi. Une formation que je termine, mes licences en poche, le 18 septembre 2001. Septembre 2001. 7 jours auparavant, 2 avions terminaient leur vol dans les tours du World Trade Center. Et là, je peux vous certifier qu'en termes de timing, il n'y a pas pire dans l'histoire de l'aviation pour sortir avec des licences de pilote de ligne et chercher un job. Il fallait à nouveau rebondir. J'ai donc passé le concours de l'armée de l'air. Et je démarrais en janvier une formation de pilote de chasse. Une formation que je dois reconnaître très constructive sur le plan du développement personnel et sur le futur pilote que j'allais devenir. Mais moi, je n'étais pas un guerrier. Je ne voulais pas faire la guerre. Voler, oui, mais pour des fins pacifistes. Et j'ai donc continué pendant ce laps de temps à chercher cet emploi tant convoité dans une compagnie aérienne. Et en janvier 2003, j'ai intégré la compagnie aérienne nationale luxembourgeoise. Et cet enfant de 4 ans, à ce moment, qui était 20 ans auparavant derrière ces 2 pilotes, était à ce moment assis aux commandes de cet avion. Et je n'ai pas de mots pour vous décrire le bonheur, les sensations que ça a pu me procurer. J'étais de nouveau en plein rêve éveillé. J'avais réussi ce challenge que j'avais poursuivi pendant plus de 20 ans. Après quelques années, j'ai vu des collègues pilotes perdre leur licence médicale. Vous savez que la condition de pilote est assujettie à un physique, on va dire, presque parfait. Avec l'âge. Et j'ai vu aussi ce qu'on faisait de ces pilotes, à savoir, vous êtes reclassé dans un bureau à faire des tâches administratives. Et si vous connaissez la famille Keff, mon père ou moi-même, ou mon frère, eh bien on est tous sauf des administratifs. Et je ne voulais pas courir ce risque. Il me fallait un plan B que j'aurais choisi. Et quoi de plus naturel alors que de revenir sur mes terres de Montenac, à côté de l'auberge du restaurant de mon père et de mon frère, pour y construire un hôtel. Je n'avais qu'à récupérer une partie de la clientèle. Et cet hôtel, je voulais qu'il me ressemble. J'allais y habiter, je voulais qu'il soit vraiment à ma façon. Et donc, j'ai dessiné tous les plans, effectivement, pendant mes longs vols. Vous savez que, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, un pilote travaille essentiellement pendant les phases de décollage et les phases d'atterrissage. Et en croisière, eh bien, il ne se passe pas grand-chose. Un peu de radio, un peu de navigation. Et ces phases de croisière, surtout la nuit, où c'est très calme, pas beaucoup de radio, vous êtes sous les étoiles, vous vivez des moments un peu suspendus, encore une fois, pas de téléphone.
juste un léger sifflement, eh bien, elles sont très propices aux rêves éveillés et à la créativité. J'ai donc mis sur plan, sur un bloc A4, toutes mes idées. Cela a même contribué à augmenter mon niveau de, on dit en anglais, alertness, à savoir mon niveau de conscience éveillée sur le vol. Parce que si vous êtes sur un vol de nuit, après 5-6 heures, eh bien, si vous n'avez rien à faire, effectivement, ça peut être difficile de ne pas tomber de sommeil. Une fois les plans réalisés, je rentrais de vol, et je les envoyais à un ami architecte, bien sûr, pour les mettre au propre. Et une fois ces plans réalisés, nous caressions avec mon père le rêve de le construire en pierre de taille. Alors là, après un rapide calcul, je me suis aperçu que nous étions bien en Moselle et pas au PSG chez les Qataris. J'avais compris que si j'avais dû payer ces pierres, c'était le crash assuré, mais un crash économique. Au début, on est tous un peu multi-activités dans la famille, et mon frère s'occupe également, en parallèle du restaurant, de la ferme. Et je courais derrière lui dans ses champs pour récupérer dans ses labours les pierres qui en ressortaient. Et après une journée de travail, je peux vous assurer que j'avais un tas, à peu près comme ça. Et quand je regardais ce tas et que je regardais là où devait être l'hôtel, parce qu'il n'y avait rien, je me disais que j'étais mal barré. Et ça a travaillé mon père aussi. Et d'abord, il est parti sur le plateau de Montenac, et il a creusé. Alors, manque de bol pour lui, il a creusé le champ du voisin. Et fort heureusement, la fille de ce voisin travaillait à l'auberge. Ça a permis d'arrondir les angles. Mais ça a continué à le travailler. Et il en a rêvé la nuit. Et ce rêve, un soir, était si puissant qu'il le tira du lit à 3h30. Et c'est une histoire vraie. Il s'est dit, sur notre terre, celle de Montenac, notre colline, Montenac qui est reconnu pour avoir des pelouses calcaires, et il s'est dit que forcément, sous ces terres, il devait y avoir de la pierre. Le voilà parti à 3h30 avec son engin pour taper la butte, comme on dit chez nous. Et là, il sentit du dur. Le lendemain matin, je suis arrivé, on est parti avec mon oncle, mon père et moi-même, nous avons pris la pelle et nous sommes partis creuser. Et là, après 3 coups de pelle, les pierres tombaient toutes les unes plus belles que les autres. C'était à en pleurer, mais réellement pleurer de bonheur. Le projet était sauvé, en ce sens. Alors bien sûr, si nous avions dû procéder selon la règle, nous aurions dû faire une déclaration d'ouverture de carrière, chose que nous n'avons pas faite. Si nous avions fait selon la règle, je ne suis pas certain que cet hôtel soit ouvert aujourd'hui. Maintenant, les pierres étant là, comment on fait pour le payer? Et là, je peux vous dire, je crois savoir qu'il y a quelques banques aujourd'hui présentes, un grand moment de bonheur. Je suis allé voir toutes les banques. Et là, je peux vous assurer que quand vous allez voir ces banques et que vous leur dites que vous voulez construire un hôtel spa en Moselle, mais qu'il n'y a pas d'hôtel spa en Moselle, et que de surcroît, cet hôtel, après en avoir dessiné les plans, vous voulez le construire en partie par vous-même, eh bien, toutes vous prennent pour un fou. Et toutes vous émettent des refus. Hors de question d'abdiquer. Une seule marche, la marche en avant. Je décide alors, pour prouver à ces banques que je croyais à ce projet, de partir en financement personnel. Là aussi, ce financement personnel, vous savez qu'il est limité à 30% de vos revenus. Eh bien, je l'ai interprété à ma manière. 30% en France, 30% au Luxembourg. En même temps, quand l'État qui vous dicte ces règles est lui-même endetté à 110% de son PIB, eh bien, on ne peut pas vous dire grand-chose.
J'ai tenu 8 mois. Et au bout de 8 mois, la situation était critique, j'étais à sec. Plus 1 euro en poche. Il fallait vraiment trouver un financeur. Et là, j'ai senti une banque que je ne peux pas citer, mais qui est légèrement populaire. J'ai senti que cette banque commençait à s'intéresser de près à ce projet. Je sentais qu'il fallait y mettre le dernier coup de rein, comme on dit. Vous savez, dans un match de foot, comme dimanche, celui où il faut y mettre le but vainqueur. Je savais où résidait le président de cette banque. Je n'avais plus rien à perdre. Eh bien, je me suis posté devant chez lui. Un samedi, je l'ai suivi jusqu'au parking d'un supermarché. Et je l'ai intercepté. Je lui ai présenté mon projet. Je lui ai dit que s'il ne me suivait pas, 1, je serais en faillite personnelle, mais là n'était pas la question. 2, plusieurs dizaines d'emplois ne verraient jamais le jour sur le territoire et les conséquences économiques qui en découlent. Eh bien, je peux remercier ce cher monsieur Dapp, président Dapp, qui nous regarde peut-être de là-haut, car sans lui, le domaine de la cloud n'aurait peut-être pas vu le jour. Il a tout simplement mis son poste de président en jeu afin de faire plier son comité et de me suivre. Je pourrais continuer avec de nombreuses péripéties qui nous conduirent jusqu'en 2016, date d'ouverture du domaine, mais le temps étant compté, je vais m'arrêter là, j'ai déjà un peu débordé. Sachez jusqu'en 2016, nous avons ouvert cet hôtel 4 étoiles avec une quinzaine d'employés. 8 ans après, en 2024, cet hôtel est un hôtel 5 étoiles, relais et château, 1 étoile au guide Michelin, une centaine d'employés et près de 98% de remplissage. En guise de conclusion, mesdames, messieurs, j'aimerais citer une célèbre punchline du président Chirac, qui un jour a dit « On greffe de tout dans ce pays, sauf de couilles par manque de donneurs ». Eh bien, moi aussi, avec des mots légèrement différents, j'aimerais vous encourager à prendre votre courage à deux mains, à tracer votre chemin contre vents et marées, à contourner les problèmes, les obstacles, parfois même les règles, si nécessaire, afin de réaliser vos projets et donc donner vie à vos rêves. Merci. Alex.